C'est en 2001 que l'odyssée spatiale d'Elon Musk commence. Bien avant l'aventure Tesla. Il a alors 30 ans. Et pour lancer ses premières fusées, il pense utiliser des missiles balistiques russes, les SS-18, en relançant un vieux rêve, quelque peu laissé à l'abandon ces dernières décennies, la conquête spatiale. Son idée, c'est qu'il veut conquérir les âmes et les cœurs avant de conquérir l'espace. 500 000 Américains tout autour du pas de tir. On n'avait jamais vu autant de public depuis les missions Apollo. Avec Musk, la conquête spatiale redevient un spectacle dont il est le metteur en scène. Comme en 2018, lorsqu'il envoie une Tesla errer dans l'espace, s'offrant au passage un coup de pub et un petit plaisir. On voulait quelque chose de fun, où vous pouvez imaginer vous trouver. Voilà la raison de cette voiture avec un astronaute dedans. Après la revente de PayPal, le richissime homme d'affaires aurait pu continuer à faire fortune avec Internet. Il a préféré fabriquer des fusées et les baptiser Falcon, comme dans Star Wars. Chez Musk, l'enfance revient toujours comme cela. Il emprunte à Star Trek, à Star Wars, à Jules Verne. Pour lui, tout ce qu'il a lu dans la science-fiction est réalisable, quoi. Comment Elon Musk est-il passé du monde des startups à l'un des domaines les plus complexes, l'industrie spatiale? Pourquoi a-t-il frôlé la banqueroute? Comment s'est-il imposé dans un secteur dominé par les États les plus puissants de la planète? Avec SpaceX, sa première innovation, ça a été de changer la façon de faire du business. Ensuite, la deuxième innovation, les fusées réutilisables. Et enfin, la troisième, les fusées rapidement réutilisables. C'est en 2001 que l'odyssée spatiale d'Elon Musk commence. Bien avant l'aventure Tesla. Il a alors 30 ans. Et pour lancer ses premières fusées, il pense utiliser des missiles balistiques russes, les SS-18. Musk voulait leur acheter 8 millions de dollars, mais eux, ils en exigeaient beaucoup plus. Musk s'est dit, puisque c'est comme ça, eh bien, je vais créer mes propres fusées. L'année suivante, le jeune entrepreneur crée SpaceX et achète un vieux hangar en Californie pour fabriquer ses propres fusées. Et comme l'industrie spatiale lui met des bâtons dans les roues, en 2005, il installe son site de lancement sur une île perdue au beau milieu du Pacifique, dans l'atoll de Kwaj. L'atoll de Kwaj est situé très proche de l'équateur. Et ça, c'est un avantage pour lancer les fusées parce que la vitesse de rotation de la Terre est plus élevée à l'équateur qu'au pôle et donc ça nécessite moins de carburant pour s'affranchir de la pesanteur terrestre. J'ai rendu visite à Musk dans sa première usine et je lui ai dit « Vous devriez vous préparer à faire au moins 3 lancements parce que les premiers vont échouer. » Il a répondu « Pourquoi? Qu'est-ce qui va échouer? Dites-moi ce qui ne va pas dans la conception. » J'ai répondu « Je ne sais pas, mais ces choses sont extrêmement complexes et difficiles, et vous allez probablement échouer les premières fois. » Les 2 premiers lancements sont effectivement de cuisants échecs, et chaque jour passé sur cet atoll du bout du monde rapproche Elon Musk de la banqueroute. La banqueroute parce qu'il dépense 100 000 dollars par jour. Alors là, le millionnaire commence à voir son portefeuille diminuer. En 2007, il a dit « Ok, j'essaye une fois de plus. Et si ça échoue, j'abandonne. » Eh bien, ça a échoué la 3e fois. Mais il a changé d'avis et n'a pas renoncé à une 4e tentative. Et c'est là qu'il a réussi. Il faudra attendre le 28 septembre 2008 pour voir enfin une fusée Falcon s'élever dans les airs à une centaine de kilomètres, donc au-delà de la ligne de Kármán, qui délimite l'espace terrestre de l'espace interplanétaire. La même année, 2 jours avant Noël, la NASA choisit SpaceX pour ravitailler la Station spatiale internationale. Avec ce contrat public à 1,6 milliard de dollars, SpaceX est non seulement sauvé, mais lancé définitivement. SpaceX avait besoin du programme gouvernemental pour réussir. Ils ont bien eu quelques lancements purement commerciaux, mais le gros de leur activité a été la NASA et le département de la Défense. Même si ce juteux contrat est vital pour SpaceX, Elon Musk bataille avec l'administration américaine pour changer les règles du jeu.
Alors que l'industrie spatiale négocie habituellement 10% de bénéfices sur des coûts variables, Elon Musk, lui, exige un prix fixe. La NASA a résisté, mais il a insisté. Je ferai votre lancement pour tel montant. Et ne demandez pas quel est mon bénéfice, d'accord? Vous n'obtiendrez pas un meilleur prix ailleurs, donc ne vous plaignez pas si je fais plus de 10% de bénéfices. Le devis de SpaceX est 3 fois moins élevé que celui des concurrents, et la NASA finit par céder. Seulement 6 ans après la création de SpaceX, Elon Musk entre dans le cercle très fermé des industriels de l'espace. Et la fusée qui lui ouvre ses portes, la Falcon 1, n'est qu'un avant-goût de ce qui va suivre. SpaceX a appris à faire des fusées avec la Falcon 1, mais elle était trop petite pour être viable d'un point de vue commercial. Alors on est passé à la Falcon 9, qui possède 9 moteurs à son premier étage et qui fonctionne avec du kérosène et de l'oxygène. Le deuxième étage est équipé d'un seul moteur et de 2 réservoirs plus petits. Au sommet, la coiffe qui stocke les satellites à mettre en orbite. Après le décollage, les moteurs s'éteignent à 90 km d'altitude. Les 2 étages se séparent alors grâce à des poussoirs pneumatiques. Le moteur du deuxième étage est mis à feu et rejoint son objectif, tandis que le premier étage regagne la Terre. D'abord, il arrive sur le ventre, et donc ça entraîne pas mal de résistance. Ensuite, grâce à des impulsions intermittentes des moteurs et grâce aux ailettes en titane, le premier étage de la Falcon 9 se redresse à la verticale. Arrivé à proximité de l'aire d'atterrissage, une dernière mise à feu ralentit complètement le lanceur, tandis que les jambes en carbone se déplient. Cela paraît aujourd'hui évident et facile, mais les premiers essais ont été catastrophiques. Le lanceur, tantôt ratant complètement sa cible, tantôt arrivant sur sa plateforme avec une trajectoire hasardeuse. Il faut quand même préciser qu'ils ont échoué 5 fois avant de réussir. Avec des tentatives enfin réussies en 2015 et 2016, la donne de l'industrie spatiale a été changée à tout jamais. Ils récupèrent 9 des 10 moteurs. C'est environ 90% de la fusée qui est réutilisable. Le coût des lancements, qui était le même depuis 1970, $10 000 le kilogramme pour une mise en orbite, SpaceX l'a réduit à $2 000. Une division des coûts par 5. Avec ces tarifs, SpaceX bouscule toute l'industrie spatiale, obligeant des entreprises comme Arianespace à développer aussi un lanceur réutilisable pour ne pas rester à la traîne. Extrêmement ambitieux, Elon Musk ne s'est pas contenté de faire suer ses concurrents avec la mise en orbite de satellites. Grâce au contrat lié à la Station spatiale internationale, il est entré de plain-pied dans la cour des très grands, car désormais, il envoie des humains dans l'espace. Pour cela, il utilise la Falcon 9 en y ajoutant une capsule baptisée Dragon, similaire à celle des missions Apollo qui ont amené l'homme sur la Lune. La capsule Dragon est assez similaire à la capsule Apollo. Elle est un peu mieux car elle est équipée de panneaux solaires et peut donc fournir sa propre énergie. La capsule Apollo, elle, n'avait que des piles à combustible. La capsule Dragon peut accueillir 4 personnes, voire 6. La capsule Apollo, c'était seulement 3. La capsule Apollo pesait 6 tonnes. La Dragon en fait 8, mais elle est mieux équipée. Avec la soute d'une contenance de 37 mètres cubes pour le fret, la capsule emporte avec elle l'équivalent de la moitié d'un semi-remorque. Plus vaste que la capsule Apollo, bien plus moderne que la capsule Soyouz, entièrement automatisée avec écran tactile et tableau de bord minimaliste. Alors voilà, je suis assis dans le palace. Elon Musk n'est pas peu fier quand il s'agit de présenter son bébé.
Le pilote peut interagir avec les écrans juste au-dessus. Il peut contrôler le vaisseau et en cas d'urgence, pour activer les fonctionnalités essentielles, nous avons des boutons manuels. Pour lancer cette capsule dans l'espace, la Falcon 9 coupe ses moteurs 2 minutes 30 après le décollage. Le premier étage se sépare alors et 10 minutes plus tard, c'est au tour de la Dragon de se diriger vers la station spatiale dans une manœuvre automatisée de près de 20 heures. Elle dispose de petits propulseurs qu'elle peut utiliser pour manœuvrer en orbite, se rapprocher de la station spatiale et s'y amarrer. La capsule possède un système d'amarrage à l'avant de son nez qui peut venir s'ajuster au système d'amarrage de la station spatiale. Une fois verrouillé, vous pouvez alors ouvrir les écoutilles et passer de l'intérieur de la capsule Dragon à la station spatiale. En 2021, le Français Thomas Pesquet a rejoint la station internationale à bord de la capsule Dragon. Comme pour ses prédécesseurs, le voyage s'est déroulé sans encombre. Le spationaute n'a eu à activer aucune des fonctions manuelles, et surtout pas la manette d'urgence. Évidemment, la grande poignée à ne pas toucher au moment du décollage, c'est le siège éjectable. Maintenant, elle est désactivée, donc c'est pas grave, on peut la toucher. Mais quand même, avec l'entraînement, on a une certaine répulsion pour cette poignée, on n'a pas du tout envie de la toucher. Voilà, c'est là qu'on va être assis pendant le voyage qui va nous ramener à terre. Le voyage du retour se fait aussi en automatique. Après avoir activé une série de parachutes, la capsule se pose en mer où elle est repêchée. Par la suite, elle s'offrira une cure de jouvence pour être réutilisée. Car dans le modèle high-tech et low-cost d'Elon Musk, rien ou presque rien ne doit se perdre. Mieux, tout doit être fructifié.